l'objet de notre rencontre. Et donc, ce que on appellera très succinctement les relations entre le spectacle vivant et l'enseignement. L'enseignement pris dans son sens le plus large possible, c'est-à-dire pas seulement l'enseignement en conservatoire, mais l'enseignement de la danse en général. Et dans l'enseignement, on y ajoutera aussi bien la pratique professionnelle que la pratique amateur. C'est-à-dire, qu'est-ce que le spectacle vivant a comme rôle, comme fonction, dans la formation du danseur, le danseur pris au sens général. Moi, je me situe à un endroit bien particulier, je pense, qui est de toujours avoir cheminé avec ce travail de savoir ce que peut être un artiste dans la société qui l'entoure, et en tout cas de ne pas être séparé de cette société. Donc pour moi, ça commence avec une danse qui s'appelle la sardane, qui est une danse, j'en parle parce que pour moi il y a une relation avec le sujet d'aujourd'hui, qui est une danse, qui se pratique, mais dans laquelle on voit les autres danser, qui est une idée du danseur dansant spectateur, qui regarde les autres. De la pratique représentation mêlée, c'est-à-dire comme un objet en soi et pas séparé. Voilà. La deuxième chose, c'est nos études et notre rencontre voilà, commune avec Clotilde et Catherine, avec cette grande école américaine, la grande école moderne à travers Alvin Nicolaïs. Et évidemment, pour moi, une chose qui m'a absolument, voilà, qui me nourrit encore aujourd'hui, c'est cet outil du décentrement, c'est-à-dire comment est-ce qu'un danseur est plus au service de sa danse, comment il s'efface dans sa danse pour être, voilà, entre guillemets, au service de son œuvre, ou alors plus tourné vers les autres que vers lui-même, on va dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, que j'ai cheminé avec ça, avec cette idée du décentrement. Comment est-ce que sans arrêt, dans les projets qu'on construit, on se déplace, on bouscule, peut-être on détruit aussi ce qu'on a fait, on ne s'installe pas dans les choses qu'on a fait, on essaye d'avancer, d'inventer, quitte à remuer, à agiter, peut-être des fois à se tromper, pourquoi pas, mais en tout cas à risquer des choses, ça c'est sûr. Et aussi, là où on en est arrivé dans Camargo, d'ouvrir un maximum tout ce que nous sommes, les moments de, voilà, de cours, de transmission, les moments de représentation, les moments de fabrication des choses, et peut-être de ne pas considérer qu'une compagnie de danse est un lieu voilà, fermé et qui à un moment donné s'ouvre sur la représentation. Donc on est, nous, aujourd'hui, voilà, je finirai par ça, dans cette idée qu'on va mettre en place à travers notamment un festival. Alors on parle des formes participatives de la danse, hein, ce qu'on a vécu voilà, hier. On fait partie de ce grand mouvement-là, je pense, oui, en ce moment, qui est très... Pour moi, c'est une bonne nouvelle de notre société, on va dire. Peut-être une avancée de la démocratie, je ne sais pas, mais je pense que là où on en est aujourd'hui, il faut absolument qu'on redéfinisse les choses, qu'on change, qu'on avance. Autrement, on va vers... Enfin, bon, on le sait, mais j'en sais rien. En tout cas, moi, je sens qu'on va vers quelque chose qui peut se finir, et en tout cas, voilà, qu'on est peut-être à un moment où il faut faire attention, quoi. Bon, nous, on n'est pas tout à fait dans le même contexte. Donc, comme on est une école tournée essentiellement sur le spectacle, tous les jeunes qui viennent nous voir sont des jeunes qui veulent monter sur scène, qui sont formés à la danse, mais pour transmettre sur scène. Donc, c'est un peu différent. Donc, comme on a plein de jeunes qui sont motivés, il y a beaucoup de musiciens qui prennent des cours de danse, qui a un piano, se mettent à jouer spontanément, très bien d'ailleurs en jazz, et on partage direct, en live, comme des impros. On a une grande ouverture, enfin voilà, c'est un lieu de rendez-vous chez nous. On est chez nous, c'est ouvert même le dimanche, pendant les vacances, les gens s'ennuient, les enfants viennent tous danser et partager. Donc nous, il y a vraiment des démarches qu'on va faire très attention quand on enseigne la danse hip-hop pour pas dénaturer cette danse. Et donc on fait de la formation du loisir jusqu'au professionnel. La formation professionnelle, voilà, mais par la scène. Par la scène. Voilà. Donc, et même moi, j'emmène des élèves à moi qui sont vraiment en boîte. Et je leur apprends la danse hip-hop dans les clubs. Parce que sinon, on va perdre notre art. La racine même, c'est ça l'essence. Ce que j'aimerais avoir, je m'adresse à toi Jean, c'est le point de vue de l'artiste là-dessus, sur la relation danseur-musique, danseur-musicien.
ce dont nous souffrons, dans ce que vous avez dit, la fragilité, a été dit par quelqu'un bien avant moi, qui dit de nos jours, la danse n'est pas considérée comme un art à part entière. C'est pas au début du XXIe siècle, c'est à la fin du XIXe siècle. C'est Charles Baudelaire. Et ensuite, il développe. Donc, vous voyez, les choses étaient questionnées exactement de la même manière. Pour le musicien, l'enseignement, après le solfège de base, et dans les, moi je vais dire les bonnes écoles, et dans les bonnes écoles, tout de suite avec le déchiffrage du solfège de base, on se base sur des partitions. Et des partitions de grands compositeurs. Et dans le registre, dans la culture, dans la pensée du directeur de conservatoire, pour parler du sujet dont nous sommes, la musique, le répertoire, c'est un seul élément. Pour le directeur musicien de conservatoire, la danse et le répertoire, ce n'est pas le même élément. Il a quelques références, et très peu, à part quelques exceptions, qui sont proches de danseurs. Pour le musicien, le danseur pratique certes une forme d'art, mais pour lui, elle reste encore principalement de divertissement. Le travail, la lutte qu'il faut mener, c'est toujours de dire que la danse était, à l'origine, dans la Grèce antique, un art, au même titre que la musique. Balanchine, Apollon Musagète. Et pourtant, on danse. On danse dans les mariages, aux fêtes de baptême, aux fêtes de fiançailles, s'il y a encore des fiançailles, je ne sais plus. Et ça reste une expression, là, de rencontre sociale. Et ça ne fait pas le lien avec la création artistique. Donc il y a tous ces grandes lacunes qu'il nous faut sans cesse combler. L'apprendre est important, mais ce n'est pas l'essentiel, ce n'est que le moyen. Et le plus important, c'est de pratiquer. Alors, en danse classique, il y a une très bonne culture qui fait qu'on pratique les mêmes exercices. Mais le bon enseignement, quelle que soit la danse, serait de ne pas répéter les exercices, mais de les pratiquer, pour que le danseur soit renvoyé à chaque jour et à chaque instant à lui-même, et non pas à l'image extérieure. Ça aussi, c'est un gros chapitre. Parce que l'image extérieure va renvoyer tout de suite au faire joli, on dirait en classique, faire beau, en général, et donc se séparer de ce qu'on est soi-même. Le travail à faire, c'est, dans les enseignements, d'amener le plus vite possible des éléments du répertoire. Autrement, le danseur va apprendre dans le bon contexte pratiqué et va pas être sensible aux œuvres. Et ensuite, c'est le débat, est-ce que les pratiquants en danse vont au spectacle? Et la réponse en général, c'est très peu. La situation que je vis est assez intéressante, me semble-t-il, parce que, d'abord, je travaille auprès d'une personne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Caroline Carlson. Et les mots de partage, générosité, décentrement sont essentiels dans son travail. Et ce travail de partenariat, de soutien, de développement, de sensibilisation, d'ouverture, de soutien par exemple à l'émergence d'un chorégraphe qui s'appelle Brian Bouchlagem, qui est dans l'univers plutôt dans la danse hip-hop, plutôt que la danse de Caroline proprement parlée, mais qui a trouvé une résonance dans leur travail commun, me fait penser qu'on a de la chance d'avoir pu créer à cet endroit-là un endroit où on sensibilisait les élèves, où on les formait, les enfants. Donc on a développé plusieurs choses, évidemment. C'était quelle chance d'avoir une école avec la possibilité pour des enfants d'être proches d'un lieu de création, d'un lieu de diffusion, donc accès au spectacle vivant, gratuité permanente et totale depuis 30 ans, assurée par le Ballet du Nord d'abord, puis le CCN ensuite, par les directeurs, même si parfois il a fallu aller plaider la cause de cette gratuité,
parce que c'est un outil de développement de la conscience de ce que les élèves vivent, travaillent. C'est pas la peine qu'ils fassent des mouvements de bras, ou des mouvements de dos, des mouvements de pieds, ou qu'ils traversent l'espace, ou qu'ils composent binairement ou ternairement, s'ils ne peuvent pas en voir un jour une projection possible par quelqu'un d'autre, un jour une projection possible par eux-mêmes. Donc c'était essentiel. Autre chose qui est important, la possibilité de rencontrer des artistes, de travailler avec eux. Quand on enseigne, on aurait tendance, pardon si je vais sur un terrain qui peut-être est glissant, mais je le reconnais en tous les cas pour moi, au profit d'une certaine qualité, d'une certaine image, d'une certaine représentation, au profit des schémas d'orientation, au profit des cassettes du ministère, on tend vers des esthétiques, vers un idéal, et puis parfois on se laisse corrompre intellectuellement par cette envie de ressembler à ça, et on perd l'essentiel de ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui ne pourront jamais faire ça parce que cette personne-là est unique, c'est pas qu'ils ne pourront pas, mais ils ne seront jamais cette personne-là. En général, on les choisit à dessein, ces élèves qui présentent ça, et donc on oublie l'essentiel de notre mission, qui n'est pas de faire d'eux ça, mais de faire d'eux ce qu'ils doivent être, ce qu'ils sont que par essence. Et là, encore une fois, l'artiste est un agitateur. Là, je veux bien le mot agitateur, je trouve que c'est assez, ça peut être poétique, agitateur d'idées, dans le sens où c'est Anne-Marie Reynaud qui disait que quand je suis en atelier, ça me travaille. Et je trouve que c'est une belle définition de ce qu'on doit définir avec les enfants, c'est que ça les travaille, pour qu'ils puissent fabriquer leur conscience de ça. Bon, je ne vais pas aller trop loin, il y a plein d'autres choses, le répertoire, les œuvres, les projets participatifs, l'ouverture, le partage des styles, la rencontre avec d'autres formes d'expression, les autres établissements qui présentent de l'art, que ce soit pas simplement la danse pour la danse et que la danse, mais qu'on puisse traverser d'autres formes. Et on s'aperçoit que les gens, à travers leurs enfants, eux-mêmes s'ouvrent aux arts en général, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu la chance de bénéficier de ça. Donc je crois beaucoup à cette vertu de la rencontre, du spectacle vivant dans le cadre de la formation, et le répertoire, qui parfois le mot répertoire est peut-être un petit peu galvaudé, encore une fois peut-être par nous les danseurs classiques, parce qu'il est tellement référencé aux variations brillantes qu'on n'ose pas y toucher. Je viens de participer à une formation préparation pour le CA, et tout l'enjeu c'était de faire comprendre que le répertoire est un moyen, pas un objectif, que quand on est enseignant, qu'on se nourrisse d'une sensibilité, d'une qualité de bras ou d'une descente de pointe, ou qu'on se sensibilise sur l'aléatoire dans la composition, qu'on se sensibilise, ou nos élèves, à toute autre forme. Ce répertoire est là pour nourrir notre capacité d'entrer dans ça. Donc pour la musique, je pense que la grosse difficulté que nous, les danseurs, on éprouve, en tous les cas je les reconnais dans les formations, il y a un vocabulaire spécifique du musicien, et le danseur a peut-être une tendance à ne pas se sentir impropre à l'utiliser, se sentir trop humble à utiliser ce vocabulaire-là. Donc il s'agit, encore une fois, de faire en sorte que la musique ne soit pas un objectif, mais un moyen. Et donc arriver à faire en sorte que le danseur comprenne que sa musique, elle est dans son corps, dans sa gestuelle, dans sa dynamique, et pas dans une application plaquée, théorique. Je pense que c'est ça le plus difficile. Et donc il lui faut du temps pour pratiquer. Il lui faut du temps dans les formations pour éprouver cette sensation du ternaire sur un balancé, ou du swing sur un ternaire, la notion du poids. Si on ne l'a pas vécu, si on l'a vécu que d'une manière artificielle, eh bien on passe à côté de ça. Je pense que c'est à nous, les formateurs, d'être attentifs sur... Est-ce que j'ai répondu globalement à la question? J'avais envie de parler du spectacle vivant parce que l'essentiel d'être proche d'un lieu de création et de diffusion, et l'enjeu pour nous, quand on est en conservatoire, c'est de refabriquer ces liens, c'est de trouver les structures porteuses d'envie de nous recevoir. Les structures sont maintenant attentives à être des lieux de médiation quand même. Donc c'est à nous, les enseignants, dans les conservatoires, à tenter ces expériences de décentrement, mais de sortir quoi, de nos lieux. Donc moi, je m'appelle Pascal Tardif, je suis conseillère pédagogique départementale spécialisée en danse à l'école. Je suis sur les Hauts-de-Seine et
Donc j'ai cofondé Traverse 92, un dispositif pour les arts à l'école, dans les écoles, collèges, lycées. Et donc à l'intérieur de ce dispositif des arts à l'école, j'ai fondé un dispositif plus spécifique sur la danse, qui s'appelle Danse, Enfance de l'art, et qui œuvre on va dire dans les lignes données par Marcel Bonjour sur la danse à l'école, et qui fait en sorte que les élèves puissent rencontrer des artistes. Moi, je m'occupe du versant de la formation des enseignants avec des artistes associés. Et on œuvre pour relier la formation avec des projets, des binômes qui sont vraiment engagés dans des recherches, donc binômes enseignants-artistes, et qui présentent un travail dans le cadre d'un festival. Donc la vraie question, en fait, c'est vrai que où est le jazz aujourd'hui? Vous parlez de répertoire. Où est-ce qu'on peut retrouver ce répertoire? Alors il y a les ballets jazz art, je crois, qui sont très férus. C'est noté par exemple? Oui, c'est noté. Mais où est-ce qu'on l'enseigne réellement? Mais le jazz aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. La place du jazz. Je pense que la question n'est pas spécialement les types de jazz, c'est plutôt de façon générale quelle est la relation, parce qu'elle est particulière, la relation du danseur jazz avec la musique jazz. C'est Pascal tout à l'heure qui parlait de lien, de la rencontre entre la musique et la dynamique du danseur, que c'est la dynamique du danseur qui lui permet de trouver sa musicalité. En jazz, ce n'est que ça. Il n'y a pas de problème de la musique jazz et du vocabulaire musical jazz pour le danseur jazz. Parce que sa dynamique, son vocabulaire chorégraphique, dansé, c'est le vocabulaire du musicien. Et le jour où le danseur, l'enseignant comprend ça, on commence à voir des danseurs jazz. Que ce soit en formation ou en conservatoire ou dans les structures associatives, il n'y a pas de musicien. Et on a un super CD qui fonctionne très bien, mais on n'a pas la pulse. Donc on n'a pas Et par conséquent, pour la danse jazz, ce que tu as souligné, il y a une corrélation entre le danseur et le musicien sur la base rythmique, mais comme la danse jazz maintenant est en grande majorité enseignée sur 1, 2, 3, 4, on a perdu le rapport, et par cela, on perd aussi le vocabulaire des pas. En tous les cas, dans notre école, on essaye de bien transmettre la différence, et donc par la musique, toujours d'abord par la musique, parce que la danse va de ce fait. Le jazz, le swing, ne pas toujours marquer les temps, avoir des temps de suspension. Et ça fait partie aussi dans le hip-hop et dans le locking que Delphine pratique, qui est une des disciplines de soul et de funk et de tout le groove, tout ça, tout ce qui est swing. Et après, on part dans le moderne, et là, on est dans des autres énergies. On fait bien la différence avec nos élèves dans l'écoute et dans l'interprétation du corps tout de suite, puisqu'on est dans le spectacle. Donc on va créer pendant 7 mois une création qu'on change tous les ans. Tous les gens, ils ont des énormes projets avec plusieurs représentations, avec des rôles à jouer, avec des sentiments à jouer. Et donc, ils vont, entre guillemets, et ça c'était notre vouloir quand on a monté l'école, de faire la différence justement. Quand est-ce qu'on est dans le swing, quand est-ce qu'on est dans le 1-2, 1-2. Voilà. Et essayer d'avoir une richesse aussi de corps. On travaille beaucoup sur l'impro. Encore hier, j'ai eu une jeune fille au téléphone pendant 1 heure qui est chez Economs et qui cherche des cours de soul funk et toute l'histoire du soul step et du funky step et de toute cette essence à partir du cakewalk jusqu'à maintenant. Alors voilà, ils me disent que ça existe les cours. Voilà. Donc on dirait que tout le monde sait, mais personne donne, ou alors certains savent, mais ils ne le mettent pas en formation, du coup les autres ne savent plus. Donc en fait, il y a un problème là, dans cette recherche-là, et comme c'est proche du jazz, enfin c'est l'essence même du jazz, ça devient un vrai pour le jazz. Vous voyez, comme une danse disparaît, et ben les gens ne l'apprennent plus parce qu'il n'y a plus de boulot derrière. Parce que nous, les jeunes, c'est ça qu'on entend. Non, on va faire du contemporain, un peu de néo, etc., parce qu'on sait qu'on aura plus de travail dans cette branche. Parce qu'en fait, ce qui se passe... Ça, c'est très souvent qu'on entend ça. Ils veulent plus danser, ils pratiquent plus le jazz pur, parce qu'il n'est plus non plus auditionné, il n'existe pas sur la scène. Vous voyez ? On est d'accord. Alors, Elisabeth peut-être pourra nous éclairer, si on a le temps, historiquement, si tu le sais, mais comment est-ce qu'à un moment donné, la danse et la musique divorcent? Et c'est vrai qu'il y a un véritable
une véritable rupture, alors au fil de l'histoire, de toutes les danses, hein, vraiment. Je vais être courte, mais c'est vraiment au XVIIe siècle quand il y a eu cette séparation de la musique et de la danse. Il faut se rappeler, à l'époque de Louis XIV, la danse était, mais en même temps, était au cœur du pouvoir. C'est vrai que c'est la danse classique était au cœur du pouvoir, parce que le roi dansait, etc. La danse avait une véritable fonction sociale, liée à l'aristocratie, à la courtisanerie. Bien, et après, il y a eu séparation avec les deux académies musique et de danse. Et aussi, c'est malgré tout ce que j'insiste, c'est que les musiciens, du coup, sont restés et ont amplifié leur place dans l'institution. Notre problème, c'est que les danseurs sont rarement dans les institutions. C'est vrai que c'est compliqué d'être dans une institution et d'avoir à combattre la puissance. Une institution, c'est une puissance. Il faut vraiment être rentré dans les institutions. Je crois que c'est important, cette question-là. Hein? Juste par rapport à défendre des projets dans l'institution, c'est vrai qu'on voit souvent des professeurs de talent dans les conservatoires et réaliser des projets magnifiques en dehors des conservatoires. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Comment on peut interroger le fait pourquoi l'institution qui est faite pour ça, qui a de l'argent public pour cela, ne propose pas plus de projets qui peuvent se partager. Et du coup, c'était aussi ça un peu l'idée derrière cet opus, que ce soit à l'intérieur même de l'institution qu'on pense des projets ambitieux. Alors après, il faut se défendre, il faut lutter, ça c'est la lutte, mais c'est peut-être la danse, hein, l'art du combat au départ. C'est peut-être... Oui. Quand je suis arrivé travailler avec Anne-Marie Reynaud au CNDA Pantin, je lui ai dit, ouais, je suis formateur. Elle m'a dit, non, tu ne te présentes pas comme formateur, tu es un artiste. Tu resteras toute ta vie un artiste. Et je lui ai dit, mais non, Anne-Marie, je ne danse plus. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu peux dire de ça? Elle m'a tiré les oreilles. On connaît Anne-Marie, avec sa capacité d'être assez remuante. Et je me suis dit, mais elle a raison. En revanche, elle m'a dit, je crois qu'on a des missions vis-à-vis de ces jeunes qu'on est en train de préparer au diplôme d'État, c'est de leur redonner de la dignité, pardon s'ils l'ont perdu, je ne sais pas quelle en est la cause et je ne veux pas rentrer, c'est de leur donner de la dignité, de leur donner les outils pour rentrer dans les institutions, tu as raison, vous avez raison, rentrer dans les institutions, ça ne veut pas dire y aller en force, c'est petit à petit, être capable de tenir face à des élus, être capable de comprendre l'enjeu social que représente l'enseignement de la danse dans un institut, dans une institution telle qu'un conservatoire, parce qu'on a des rôles, on a un rôle social, on n'a pas simplement un rôle d'animer ou de faire bien bouger des enfants ou éventuellement toutes ces choses nobles qu'on revendique parce qu'elles sont essentielles dans notre métier, mais ce rôle social. Donc, oser dire qu'on va travailler en milieu scolaire, oser dire qu'on va travailler avec des enfants qui ne sont pas sélectionnés, oser dire qu'on va travailler avec des handicapés, oser dire qu'on va aller travailler en prison et qu'on va faire se côtoyer des publics qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Je ne connais pas les arrondissements de Paris, celui du dessus, celui du dessous. Ça, c'est notre rôle. Et je crois que dans les formations, Bernard, je pense que tu abondes dans mon sens, c'est qu'on a ce devoir, nous, de redéfinir ce qu'est le référentiel métier. Il est en cours. Du diplôme d'État, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le rôle d'un professeur de danse, pour qu'on le prépare à cette action-là. Puis dernière chose peut-être, c'est qu'on a aussi un devoir de faire en sorte que le discours, la parole, qui est quand même un outil fort, quand elle est prise par un danseur, ne soit pas un endroit de fragilité, parce que on a danse, tais-toi, do it, fais-le, ne dis rien. On entend ça, c'est souvent qu'on dit mais non, tais-toi, fais-le. Alors, je crois qu'il faut qu'on redonne la parole aux danseurs, et donc ça, c'est notre devoir, même dans nos cours avec les petits. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Qu'est-ce que tu définis? Explique-moi, dis-moi. C'est important que tu me renvoies quelque chose qui, moi aussi, me perturbe, m'anime. Je crois que c'est un rôle quand même. Je crois vraiment qu'on est dans une société où on a dissocié la verbalisation et tu as employé un mot au départ, enfin moi dans l'enseignement, le vrai mot c'est l'éprouver. Quand on transmet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et même si on veut que ça reste et que les enfants s'approprient le geste, qu'ils le fassent leur, que ça va permettre de croître, c'est vraiment d'éprouver. Et le problème, c'est qu'on est dans la dissociation entre la verbalisation, qui est quelque chose de noble, d'intellectuel, de solennel, et l'éprouver. Et c'est vrai que c'est fatigant d'aller plaider, de devoir revendiquer. On a le sentiment qu'à chaque fois, il faut recommencer, c'est vraiment se justifier. Ça, c'est éprouvant, et je pense qu'il y a une usure qui fait qu'il y a des moments, quand on a une passerelle à l'extérieur, eh ben on va aller aboutir le projet qui nous tient à cœur, en dehors des institutions, parce que comme tu le disais très bien, il y a
une législation extrêmement écrasante sur l'état de plan, la sécurité, le ci, le ça, le gardien qui ne sera pas là pour répéter, le bâtiment est fermé, enfin c'est assez monstrueux le quotidien. Donc je pense que ça a coupé l'herbe sous le pied de beaucoup de gens et que c'est la raison pour laquelle les choses se sont parfois comme ça externalisées, enfin, ont pu être réalisées à l'extérieur ou même effectivement brisées, interrompues. Donc il est de notre devoir d'être les ambassadeurs de notre discipline et d'aller pousser les bords des institutions. Mais c'est compliqué et je pense qu'il faut peut-être appréhender la chose non pas en de rapport choc frontal avec la musique. Je crois que ça, décidément ça ne marchera pas. Les musiciens sont au pouvoir, c'est quand même la réalité par rapport à la danse. Il faut effectivement essayer de travailler ensemble, chacun à son niveau. On arrive à faire en sorte de faire se rencontrer des élèves de musique avec des élèves de danse. On ouvre les instruments, mes danseurs vont gratter les cordes d'un piano. Et il faut vraiment qu'il y ait un contact physique entre les élèves et les individus. Et puis qu'après, les gens qui prennent la parole puissent effectivement synthétiser leurs pensées et essayer d'aller revendiquer avec des projets très tangibles, très crédibles. Mais je crois qu'il y a tout à faire, c'est pas nouveau, mais il ne faut pas qu'on s'essouffle. Il y a une notion de survie et non plus une projection. Ça, c'est assez angoissant. Le syndicat est une voie effectivement pour relayer et appuyer la présence et la vie, voire la survie de la danse, mais je pense qu'il y a d'autres solutions vraiment à chercher entre les artistes et les enseignants. Et c'est aussi le sujet de la réunion aujourd'hui. Et je crois qu'il y a des réseaux à créer entre les artistes et les enseignants sur le territoire. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de moyens, un petit peu quand même, il faut le dire, mais je pense que c'est plutôt dans cette direction-là, peut-être. Les décisions sont prises par les élus, les politiques, et je pense que les premières personnes à convaincre, ce sont les élus. C'est la démocratisation culturelle, ça veut dire l'égal accès pour tous sur un territoire, et donc il faut prouver aux élus, et je pense que la danse a cette capacité d'action, on le vérifie tous les jours en inventant des actions qui relient les élèves, les classes de danse à l'école, qui relient tous les enseignants, les élèves des conservatoires et des élèves qui pratiquent la danse au quotidien dans les MJC, maisons de quartier, écoles privées, tous les spectateurs qui viennent, qui se déplacent pour venir voir des spectacles de danse, tous ces gens qui sont concernés par la danse intéressent le politique d'un seul coup. Il se dit ah bah oui, ça concerne beaucoup de personnes, et quand ils viennent voir la qualité, après c'est pas tout de faire du monde, mais la qualité des propositions, là on a une écoute et une attention de la part des élus parce qu'ils sont très sensibles. Voilà. Et du coup c'est juste, encore une fois le mot magique, c'est se relier les uns aux autres, parce que peut-être séparés les uns des autres, on n'a pas beaucoup de place, de moyens, de poids. Dans un conservatoire, évidemment, la proportion, elle est facile. Conservatoire du Tarn, 6 professeurs de danse, 80 professeurs de musique. C'est normal qu'à un moment donné, on ne se fasse pas entendre, mais on va se faire entendre d'une autre manière. Par contre, d'inventer des nouvelles choses qui vont concerner autant de personnes et d'aller chercher d'autres publics. C'est ça, je crois, la grande force d'arriver à... Mais la première chose, c'est d'aller au contact des élus. Parce qu'évidemment, quand on est dans l'institution, comme on a dit, le conservatoire, peut-être que les professeurs n'ont pas accès à l'élu directement, ils ont accès à la voie hiérarchique. Donc, c'est ça qui est difficile. Il y a 22 ans, mon employeur, qui venait de m'embaucher, le ministère de la Culture, m'avait envoyé, ainsi que Jean-Claude Ramseyer, la mission était d'aller expliquer sur le terrain ce qu'était le diplôme d'État, etc. J'ai commencé à parler avec les centres de formation, ça passe par les centres de formation d'abord, sur la nécessité de se regrouper. Les premières années, ça fonctionnait relativement bien parce que le regroupement était proposé par le ministère lui-même qui réunissait les centres 2 fois par an, les premières années, ensuite 1 fois par an, et très vite, plus rien. Et je disais, mais ce que vous me dites, je l'ai entendu chez vos voisins.
du département à côté, ou de la région d'à côté, ou de la ville à 20 km, ex-Marseille, 30 km. Rapprochez-vous, réunissez-vous. Alors, ça c'était à partir de 95 à peu près. Vers 2003 ou 2004, 10 ans après, on recevait des appels, on rencontrait des professeurs, on les voyait sur le terrain, et qui parlaient de leurs difficultés. Et je disais, j'ai entendu ce que vous me dites, à côté, réunissez-vous, faites une association, et vous serez peut-être entendu au sein de la ville, par votre maire, etc. Il ne s'est rien passé. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard. Il ne s'est rien passé. Le musicien, dans sa formation, ou par sa formation, pas dans sa formation, par sa formation, arrive très vite à prendre conscience de la nécessité de, non pas de l'autodéfense, mais de la défense du groupe, et à travers la défense du groupe, de la défense de soi, et il se syndique volontiers. Et les syndicats de musiciens sont importants. Ils l'ont toujours été depuis Louis XIV. Parce que dans ce type de réunion, j'ai toujours eu plaisir à dire tout ça, c'est la faute à Louis XIV. Lorsqu'il crée l'Académie de danse en 1761, il y a une grande querelle qui se passe entre les maîtres de danse, puisque la danse, la belle danse, était comme la danse jazz, liée pas et musique, et les maîtres de danse étaient accompagnés leurs cours par le petit violon. Et donc il y a une querelle entre plus de personnes qui connaissent la danse, qui veulent enseigner, mais ils ne sont pas musiciens. Et Louis XIV a tranché. Il a donné le privilège aux musiciens, à l'Académie de danse. Et le privilège d'enseigner, de pratiquer, de voyager, la licence d'enseignement, comme pour tout métier, il fallait avoir une licence, ou dans certains métiers, une charge. Et c'est les musiciens qui l'ont remporté. Et les directeurs de conservatoire, qu'ils le sachent ou non, continuent dans leur relation à la danse de jouir du privilège royal. Avant, il y avait ce qu'on appelle les ménestriers, qui étaient musiciens et danseurs. Quand Louis XIV a arrêté cette corporation, parce qu'il a arrêté toutes les corporations parce qu'il voulait être monarque absolu, qu'il a fondé les académies de danse, ensuite de musique, il y a donc eu là la séparation. C'est vraiment parce que les ménestriers ont été scindés en deux corporations, musique et danse. Et puis après, c'est vrai que la musique a pris le pas sur la danse, comme tu l'expliques. Mais c'est le poids de notre organisation sociale, et c'est cette phrase que j'aime beaucoup d'Edgar Morin, organiser les forces de reliance. Pourquoi? Parce que notre société est fondée sur la séparation, le cloisonnement des savoirs, le cloisonnement des métiers, le cloisonnement des disciplines, d'un côté la musique, d'un côté la danse. On revient toujours à ce problème-là. L'hyper-spécialisation fait que chacun travaille dans son coin, et du coup c'est tellement difficile, ça demande, il y a tellement de barrières qui se sont mises, on s'est construit comme ça l'histoire, et relier les disciplines, se relier à l'intérieur d'un conservatoire pour travailler ensemble, relier l'histoire à l'actualité chorégraphique, relier les arts entre eux, la transversalité, travailler la musique, la danse, le théâtre, les arts visuels, et pourquoi pas imaginer des cours de composition comme pourrait le faire dans la transversalité. Plus globalement, qu'est-ce que le spectacle vivant, pensez-vous, peut apporter à la formation de vos élèves? Je pose la question à des enseignants. Je trouve que c'est vital. C'est-à-dire que ça les nourrit sur le plan de l'âme, c'est-à-dire du contenu des choses, ça les ouvre à différentes perspectives, ça les nourrit même techniquement, ça leur donne une assurance bizarrement aussi, parce qu'ils voient des gens qui s'épanouissent dans le spectacle, et forcément, soit par mimétisme, je veux dire, soit par compréhension, je veux dire, ça les pousse. Et c'est parfois aussi important qu'un cours. Voilà. Et la danse hip-hop en soi n'existe pas, c'est la culture hip-hop. Et du coup, nous, ça nous permet d'amener ça devant un autre public. Donc, en fait, le jeune,
il est aussi porteur de il porte sa danse comme un représentant d'une culture. Ça, c'est encore une autre notion pour lui, que de partager sur la scène avec ses amis et puis le public, aussi de défendre ailleurs, dans d'autres contextes. Nous, on a beaucoup amené la culture dans des endroits qui, voilà, où ils la connaissent pas du tout ou carrément ont très peur. Donc ça, c'était vraiment bien. Donc il y a aussi cette notion de défendre son art, de défendre ce qu'on aime. Voilà. Je voulais dire par rapport à l'école, donc évidemment le contact avec les œuvres il est fondamental, on le défend toujours, l'œuvre directe, l'œuvre vivante, et puis aussi l'œuvre par le médium aussi des enregistrements, parce qu'on sait qu'on en a besoin aussi. Et donc tout ce travail ce qu'on appelle les ateliers du regard, hein, ça vient vraiment d'une création un peu de Paris 8 avec une structure culturelle, j'ai oublié le nom, mais enfin c'est venu de là, ce concept des ateliers du regard. On l'a beaucoup engagé dans les classes pour tisser vraiment une expérience très vivante de la recherche du mouvement, une recherche sensible, un imaginaire artistique et pédagogique. Donc on a toujours tissé des liens entre l'atelier de danse et l'atelier du spectateur, et ça permet vraiment aux élèves à la fois d'entrer dans une fascination, dans une chose un peu fusionnelle avec le danseur, de s'identifier, de se projeter, d'avoir envie d'expérimenter à son tour. Ça, c'est vraiment très très important, de voir des vrais danseurs en vraie grandeur, ou de les voir dans le petit cadre de la télé, mais cette rencontre avec cette virtuosité ou cette sensibilité, cette création poétique. Et puis on a besoin aussi au-delà de la fascination, de la fusion, d'identification, on a besoin de la distanciation critique, donc d'avoir quelque chose qui sera vu par tout le monde, sur lequel on va mettre des mots, sur lequel on va mettre en œuvre des pensées, sur lequel on va pouvoir revenir. Donc c'est un véritable travail de compréhension de ce qui se passe, de vocabulaire qui est donné, de liens très actifs. Enfin, on va activer les liens entre ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, ce qu'on a vu, ce qui est recherché. Donc ça, ce sont des choses extrêmement, extrêmement précieuses en fait. On élabore en fait sa pensée poétique au contact d'une altérité. Compléter dans ce sens aux parents qui sont un peu, qui trouvent ça bizarre hein, quand on leur dit évidemment dans le programme, eh ben, il faudra aller voir des spectacles tout au long de l'année, un peu comme vous dites, nous, obligatoire, enfin on ne peut jamais obliger, mais enfin pour leur faire comprendre, j'essaie de dire à l'école, est-ce que vous apprenez à lire sans lire un livre? Ce n'est pas possible. Alors nous, en danse, comment imaginer d'apprendre à danser sans aller voir le spectacle ou, comme tu dis, tous les dérivés. Donc on dit, le conservatoire, c'est l'école des rencontres artistiques avec des artistes, c'est l'école de la scène, évidemment, où on va se produire nous-mêmes sur la scène, mais aussi c'est l'école du spectateur. Hein, et et que Marcelle Bonjour, toute la pensée aussi qu'elle a élaborée sur observer, prélever quelque chose, analyser, prélever et se l'approprier, tout ce sont des démarches et des chemins magnifiques qui sont au cœur même de l'apprentissage et de l'enseignement en fait. Donc le spectacle vivant, d'aller voir, d'aller donner accès, ça fait partie intégrante, à mon avis, des enseignements que nous devons faire. Qu'est-ce que ça pourrait être une rencontre, mais du point de vue du danseur maintenant, hein, on inverse la dynamique vis-à-vis du spectateur. L'œuvre est vivante et de mon point de vue tant que danseur, je parle de mon expérience, hein, c'est-à-dire quand on atteint un niveau, je ne sais pas, qu'on a vécu dans le métier, il y a très peu de choses qui peuvent nous nourrir, on a acquis des expériences, des choses comme ça. Du coup, moi aussi, il y a un moment, je me suis dit, je m'arrête à la danse. Je ne fais plus. 6 mois après, 1 année après, après je me suis dit, j'ai envie de reprendre la danse. Et c'est ça que j'ai rencontré. Je suis rentré dans le travail de Dominique Rebaud, au sein de la compagnie Camargo. Finalement, c'est avec les rencontres avec les danseurs extraordinaires, on les nomme, finalement, moi je trouve la nourriture avec eux. C'est pas les pas, c'est vraiment l'amour à la danse. Je pense des fois, nous, on perd, ça veut dire les danseurs, on perd cet amour-là, cette passion-là. Et parce que
quand on est avec eux, finalement, j'ai retrouvé l'amour à la danse. C'est ça que je rejoins avec Jean-Paul qui l'a dit. Finalement, c'est pas apprendre, c'est pratiquer. C'est-à-dire que la prof, elle nous apprend 10 minutes les pas, les bras. Après, elle nous a dit, vous allez danser avec les gens. Du coup, moi j'ai dansé autour de moi. Il y a des papis de 70 ans, une fillette de 10 ans. J'ai dansé avec eux. C'est ça aussi pour moi, c'est l'âme de la danse. On a perdu ça. C'est-à-dire que même on a dansé, bon, il y a 2 semaines au théâtre à Thaon-les-Vosges. Déjà, c'est-à-dire, il y a une danseuse venue, une danseuse de danse orientale. Quand elle est venue, elle s'assoit à là-bas. J'ai senti, il y a un parfum, je me suis dit, je suis dans un jardin. Finalement, elle aussi, avant de venir, elle a mis de l'huile. Vous voyez, c'est rituel, c'est ça aussi, on apprend avec les gens, même très peu de choses. Elle a mis de l'huile essentielle. Pour elle, c'est un grand événement. C'est ça aussi, elle est déjà préparée avant de venir danser. Après aussi, on a dansé quand même dans la danse orientale. Il y a des gens qui ne sont pas des danseurs, mais ils dansent magnifiquement, ils improvisent avec la musique. Je pense qu'on a perdu ça, c'était que l'âme de la danse. C'est une culture. Après, oui, et moi j'ai l'impression que finalement, dans un autre côté, c'est eux qui me réforment autrement que dans les institutions. Merci à vous d'avoir... non, parce que ça me semble... ça me permet de mettre en relation et sur une circulation le spectacle vivant et le spectateur. C'est-à-dire que le spectacle vivant, l'artiste chorégraphique retrouve son âme et l'élève la découvre. Voilà. Je vous remercie beaucoup.